Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui en sixième, notre début d'avant-dernier grand chapitre qui va nous mener autour de Rome, la ville et la civilisation, celle qui va en même temps cohabiter avec au départ la civilisation grecque que nous avons étudiée, puis prendre politiquement le contrôle de pratiquement l'ensemble du pourtour méditerranéen. Donc on va avoir à peu près 5 à 6 vidéos, je vais voir comment je vais un petit peu diviser tout ça ensemble pour nous parler de tout ça, qui vont nous amener jusqu'aux 2 tiers du mois de juin. Notre but, au départ, va être déjà de comprendre la différence entre les légendes qui entourent la création de Rome, la ville, et la réalité archéologique. Et vous allez voir que, comme d'habitude, les légendes qui mêlent les dieux aux hommes et qui donnent plus de poids à la naissance en faisant un événement glorieux d'une civilisation, ont bien peu de choses à voir, même si elles ont un fond de vérité, avec la réalité archéologique que les archéologues, donc les fouilleurs d'aujourd'hui, qui vont retrouver, avec l'aide notamment des historiens également, la réalité de ce qui se passe sur les lieux grâce à des fouilles archéologiques, ces deux choses-là ont très souvent un point commun, un centre, mais les légendes vont beaucoup s'épancher là-dessus et beaucoup créer une réalité alternative avec un but derrière. Le but va être, vous allez voir, de rendre les choses plus glorieuses, euh, puisque l'Empire romain devenu très puissant veut absolument avoir une origine divine et glorieuse qu'en réalité il n'avait pas. Donc si on fait le compte, déjà, Rome, la ville, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un lieu spécifique dans aujourd'hui l'Italie. Ce pays évidemment n'existe pas à l'époque. Il tire son nom d'une peuplade qui vivait au sud de l'Italie qu'on appelait les Italiotes. Donc vous avez 7 collines et un fleuve. Le fleuve, c'est le Tibre, je l'ai déjà mis ici en vert. Pas le Tigre, hein. Le Tigre et l'Euphrate sont des fleuves, rappelez-vous, en Mésopotamie, le Tibre avec un B. Et vous avez tout autour du Tibre 7 collines, le Capitole, le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin, le Palatin, le Caelius et l'Aventin, qui, du côté justement droit de ce fleuve, euh, composent ce qu'on appelle les 7 collines de Rome et en font le surnom, la ville aux 7 collines, encore aujourd'hui. À cette époque-là, à l'époque qu'on va appeler étrusque, on dira pourquoi aujourd'hui, Rome est donc centrée autour de ces 7 monticules et des plaines, et même parfois marécageuses, qu'il y a autour. Donc si on fait le compte, voilà où se trouve la zone qui va être le début de l'épopée romaine. On sait qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a une installation dans cette zone-là d'un village, et ce village va progressivement devenir de plus en plus important, va faire ensuite des conquêtes et va donner petit à petit naissance à ce qu'on appelle le monde romain. Donc voilà la zone de Rome. Alors vous avez 2 manières d'expliquer pourquoi des gens viennent là. La première manière, c'est la manière archéologique qu'on va étudier, puis la deuxième, qui va être beaucoup plus guerrière et également beaucoup plus glorieuse, c'est la manière légendaire. Alors, quelle est la légende qui existe autour de la naissance de Rome? Alors, elle est en 2 parties. La première, c'est que les Romains ont essayé de se donner un lien avec un événement pseudo-historique que nous avons ensemble étudié avec Homère, la guerre de Troie. Comment c'est possible? C'est Virgile qui va nous l'expliquer, puisque, alors c'est évidemment tous les textes et tous les documents sont dans le Google Drive, comme d'habitude, de 6e. Vous avez les origines de Rome, d'après la légende, en page 3, dernière page du document du Google Drive, qui vous montre bien que d'après la légende, il y a 2 étapes. L'Énéide du poète Virgile, qui a été écrite au 1er siècle après Jésus-Christ, et l'histoire romaine de l'écrivain Tite-Live, qui lui vit au 1er siècle avant, 1er siècle après. Ça veut dire déjà que, on l'a dit, entre le 8e siècle et le moment où vivent ces personnes, il y a 7 siècles de différence, 700 ans. Ça veut dire donc qu'on ne peut pas, absolument pas, croire sur parole ce qu'ils disent. Ils ne sont pas contemporains des événements qu'ils racontent et ils n'ont pas encore les moyens techniques et scientifiques de savoir la réalité des choses qui s'est passées 7 siècles avant. Donc vous allez avoir en réalité des auteurs, même quand ils se déclarent historiens, comme Tite-Live se déclarait, qui vont reprendre des récits légendaires
qui circulaient, qui se racontaient et qui même vont être créés, puisque l'Énéide du poète Virgile est une création de Virgile. Alors essayons de voir ce que c'est que cette Énéide, centrée sur son personnage principal, Énée le Troyen. Donc regardons avec notre premier document, qui est notre fameux Énée le Troyen. Ça, c'est en première page de votre Google Drive, document qui est un Google Drive. Regardez bien et dites-moi d'où part Énée et où il va. Donc d'où part Énée et où il va au cours du 8e siècle et un petit peu auparavant, d'après notre fameux Virgile. Vous avez vu, Énée part de Troie, notre fameuse guerre de Troie que nous avons étudiée avec l'Iliade d'Homère. Donc Énée le Troyen serait parti de Troie pour atteindre une province spécifique. Vous avez trouvé laquelle? C'est le Latium. Et là, il aurait justement pu se retrouver dans cette zone où vous retrouvez ensuite Rome. Regardez bien le texte maintenant et dites-moi pourquoi Virgile invente finalement ce voyage d'un certain Troyen Énée de Troie au Latium. Vous avez vu, ce voyage a un but: être le symbole de la future domination des Romains sur tout le monde méditerranéen. Puisqu'en réalité, comme vous pouvez le voir, tout l'est de la Méditerranée, de l'Italie à la Grèce, ainsi que l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, ainsi que même Carthage et les côtes africaines, sont le lieu du voyage et de l'itinéraire d'Énée, d'après la légende de l'Énéide. Donc ce serait une préfiguration du fait que Rome ensuite étende sa domination sur toute la Méditerranée. Il y a toujours des buts à ces légendes. Là, le but est de justifier la présence romaine sur tout le pourtour méditerranéen. Alors comment se passerait, d'après Virgile, l'arrivée et le destin d'Énée, justement, et l'arrivée d'Énée dans la zone du Latium? Alors regardons, la question qu'on peut se poser là, c'est pourquoi Énée met en place, d'après Virgile dans l'Énéide, ce voyage. Pourquoi? Alors ça devrait vous rappeler quelque chose, hein, ça devrait même vous rappeler un petit peu le voyage d'Ulysse, puisque le héros Énée, premier à venir, exilé par le destin, comme Ulysse donc, en Italie, il vient à cause de la violence des dieux. Puisque l'épouse de Jupiter, Junon, est jalouse de la beauté de Vénus, la mère d'Énée, qui est ce qu'on appelle un demi-dieu, un héros né de l'union entre un dieu ou une déesse et un mortel. Les souffrances de la guerre, c'est celle de la guerre de Troie. Et donc, Énée se serait installé dans le Latium. On aurait donc, d'après le Latium, donné le nom du latin et les murailles de Rome. Donc, Virgile va rattacher la naissance de Rome à un événement précédent, la guerre de Troie, dans le but d'en faire quelque chose de plus glorieux. Donc voilà d'où part la légende. Un autre auteur, Tite-Live, va augmenter cette légende de deux nouveaux personnages, Romulus et Rémus, Romulus donnant son nom à la ville de Rome. Donc, première chose, si on résume les choses, dans l'Énéide du poète Virgile au 1er siècle après Jésus-Christ, Énée le Troyen fuit sa cité prise par les Achéens, qu'on avait étudié, et débarque dans la région du Latium en Italie. Pour la fondation de Rome, intéressons-nous maintenant à ce que dit Tite-Live, l'écrivain et historien romain, avec nos fameux jumeaux Romulus et Rémus, avec une histoire abracadabrante, vous allez voir, de louve. Alors, première chose, d'après Virgile, Énée, arrivant en Italie, va rencontrer les gens qui sont déjà sur place, le roi Latinus, et les habitants de la région. Le but, justement,
c'est de bien montrer que, vous pourrez lire ce document dans le Google Drive, que en réalité, il y a une union entre Énée, les Troyens et les Latins sur place pour expliquer la naissance de cette nouvelle civilisation. Plusieurs années plus tard, en 753 avant Jésus-Christ, d'après la légende que nous indique le fameux Tite-Live, nous avons ceci qui se met en place, la fondation de Rome. Donc voilà la légende de la fondation de Rome d'après Tite-Live. Donc, lisez bien ce document à droite et indiquez-moi comment Romulus et Rémus fondent la ville de Rome. Donc, d'après cette légende, comment la ville de Rome est-elle créée ? Alors, vous avez constaté, en le lisant, il y a plusieurs étapes. Première chose, Romulus et Rémus sont abandonnés. Ils sont également jumeaux. Et comme d'habitude, les dieux se mêlent aux hommes. Les augures, c'est les devins. Ils veulent créer une cité. On ne sait pas qui pourra y donner le nom. Ils vont donc faire désigner par les augures celui qui aura le droit de donner son nom et qui gouvernera la nouvelle cité. Pour ça, ils se placent sur 2 collines qu'on a vues auparavant de Rome, le Palatin et l'Aventin. Premier augure, c'est-à-dire premier signe des dieux, à Rémus appartiennent 6 vautours. Mais Romulus en voit ensuite 2 fois plus. Là, Tite-Live nous rapporte 2 traditions différentes. Il y aurait une bagarre entre Romulus et Rémus Rémus serait mort, Romulus deviendrait à ce moment-là le premier roi de Rome. Deuxième chose, et là aussi Rémus finit mal, Rémus aurait nargué son frère et Romulus l'aurait tué. Dans tous les cas, malgré ces petites divergences dans les légendes que nous raconte Tite-Live, Romulus devient le fondateur de la ville qui porte son nom. Alors rajoutons à cela un autre petit détail dans notre légende, c'est que lorsqu'ils sont abandonnés dans leur enfance, ils vont être élevés, pas par n'importe qui, par la louve du Capitole. Selon la légende, Romulus et Rémus, qui auraient été abandonnés sur le Tibre, au pied de la colline du Palatin, auraient été recueillis par une louve qui va nourrir justement Romulus et Rémus pendant leur enfance. La louve, ici, sur cette image très très connue d'un bronze, est antique. Par contre, les 2 petits personnages de Romulus et Rémus qui sont représentés en dessous, nourris par la louve, eux, ont été rajoutés bien plus tard et sont de l'époque de la Renaissance. Donc, cette image-là, cette sculpture qui a été faite à 2 moments différents historiquement est extrêmement connue. On l'appelle la sculpture de la louve du Capitole. Donc voilà vraiment une légende. Pourquoi on peut affirmer que c'est une légende ? Des enfants élevés par une louve, la présence des dieux à nouveau qui agissent, des augures, c'est-à-dire des signes divins. Vous avez tous les ingrédients d'une légende qui mêle les dieux et les hommes pour donner à la fondation de Rome un aspect glorieux et divin. Donc voilà comment les Romains, de la période de la grande puissance de Rome, c'est-à-dire de 1er siècle avant, 1er siècle après, 2e siècle après Jésus-Christ, voyaient la naissance de leur cité et de leur monde. Comme ils étaient à l'époque très puissants et très glorieux, il fallait bien que soient nés de manière très puissante et glorieuse les débuts de Rome, qui s'est étendue ensuite dans sa puissance sur toute la Méditerranée. Donc le but de ces légendes est de donner des ancêtres glorieux et une naissance glorieuse à la civilisation romaine. Alors récapitulons-là. Voilà, à droite, le schéma de ceux qui auraient donné justement Romulus et Rémus, le schéma de leurs ascendants, en fait leur arbre généalogique. Alors vous voyez que on essaye là aussi de donner plus d'importance à la ville de Rome et à sa civilisation. Alors regardez, prouvez-moi que quelque chose de non naturel est visible dans ce schéma. Il y a quelque chose qui ne
peut pas exister en réalité dans une histoire réelle. Vous avez vu, il y a là aussi l'intervention des dieux. Vénus, déesse de la beauté, donc la mère d'Énée, le prince troyen. Mars, le dieu de la guerre. Le but, là, vous voyez, c'est vraiment de montrer que la fondation de Rome est issue de quelque chose de divin, que des héros, Énée, Romulus et Rémus, auraient participé justement à la création de Rome pour en faire quelque chose, pour en faire une civilisation qui aurait, grâce à ses origines glorieuses et divines, le droit de régner sur l'ensemble de la Méditerranée. Donc on justifie la puissance romaine de la période classique du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ par des origines glorieuses à la ville et à la civilisation romaine. Comme d'habitude, comme souvent, l'archéologie vient évidemment contredire tout ceci et vient remettre dans une réalité historique la naissance de la ville de Rome. Puisque Rome, c'est pas ça du tout, vous vous en doutez, c'est pas deux jumeaux quasi divins qui créent avec l'aide des dieux une nouvelle cité. En fait, au départ, c'est un village de paysans. Mais il y a toujours une base. Et la base, là, on va le retrouver dans les dates. Il va y avoir des points communs et des divergences. Donc si on récapitule, première chose, concernant toute notre légende, vous avez vu que le but de ce mythe légendaire, c'est de donner une origine glorieuse à l'homme, et que, comme on l'a étudié aujourd'hui, elle se passe bien en 2 étapes, l'Énéide du poète Virgile, première étape, et l'histoire romaine de l'écrivain Tite-Live, avec la fondation, à proprement parler, de Rome en 753 avant Jésus-Christ sur la colline du Palatin. Et l'archéologie, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Déjà, l'archéologie, je rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des civilisations grâce à des restes d'objets, grâce à des restes de monuments. Parce que, en 800 avant Jésus-Christ, à ce moment-là, en Italie, on n'a pas de textes spécifiques qui nous permettent de dire exactement ce qui s'est passé. Les textes qu'on a, c'est des textes qui ont été écrits bien après. Regardez, il y a bien 7 à 8 siècles entre les écrits de Tite-Live et ceux de Virgile par rapport à ce qui se passe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, si on n'a pas de texte, on va essayer de retrouver des restes archéologiques, des restants de murs, par exemple. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand vous avez les terrains les plus pauvres et que vous avez les villages les plus pauvres, ce n'est pas des choses en pierre. On va même donc rechercher, comme on l'avait vu pour les maisons néolithiques, des traces de restants du bois. Alors comment on fait ? On regarde ce qu'on appelle les trous de poteaux. Et les archéologues qui ont fouillé les sites, notamment du Palatin, ont retrouvé ceci, côté gauche. Ils ont retrouvé des fonds de cabanes et dans les cavités que vous voyez étaient plantés les poteaux qui supportaient les toits. En fait, en fonction de la manière dont se dégrade le bois par rapport à la terre autour, on peut trouver des couleurs différentes de terre qui permettent ensuite de retracer l'endroit où vous aviez les trous de poteaux. On a retrouvé aussi des vestiges un peu plus tardifs, puisque un roi, justement, à Rome, a fait construire une muraille au 6e siècle avant Jésus-Christ, dont on a encore aujourd'hui des vestiges. Il s'appelle Servius Tullius. On verra qu'il est de la civilisation étrusque. On verra exactement ce que c'est. Donc voilà à quoi ressemble une des cabanes latines du Palatin. Vous voyez, ce sont des cabanes très simples, absolument pas des bâtiments glorieux issus de demi-dieux, mais des cabanes avec un pilier central qui sont en fait des cabanes d'un village. Donc la colline sur laquelle on trouve la plus ancienne trace d'installation à Rome, c'est la colline ici centrale du Palatin. Alors pourquoi ce choix d'un endroit et d'une colline par des paysans, par des personnes voulant s'installer là? Alors, quels sont les ingrédients qui font que cet endroit est intéressant? Regardez bien la carte. Alors pour les activités, qu'est-ce qui rend cet endroit intéressant? La présence d'un fleuve, le Tibre, qui permet de faire du commerce par le fleuve, qui permet aussi d'utiliser l'eau pour, en plus, faire de l'agriculture. Deuxième chose, pourquoi ne pas s'être installé dans la plaine? Regardez, la réponse est sur la carte aussi. La plaine est toute la zone qui est représentée ici en vert. Pourquoi s'être installé plutôt sur des collines? Alors vous l'avez vu, la plaine est marécageuse. Il y a des moustiques,
il y a des marais qui sont peu propices à l'installation des hommes. Il y a des zones qui sont en plus très souvent inondées. Donc, on s'est installé plutôt en hauteur. C'est quelque chose d'extrêmement courant à l'époque. On s'installait sur les sommets des collines, au niveau des villages, pour pouvoir utiliser les terrains en tant que terrain agricole, les terrains plats, et aussi pour pouvoir être dans un endroit qui soit plus propice à l'installation d'habitation, qui ne soit donc pas marécageux. Alors pour régler ce problème des marécages, d'ailleurs, on va très très rapidement créer des systèmes d'égouts, le cloaca maxima, le grand cloaque, le grand égout, qui va se déverser notamment dans le Tibre pour permettre une meilleure dispersion de ces zones qui sinon étaient marécageuses. Donc, vous voyez que le village au départ de paysans, qui est fondé sur Rome, est créé au 8e siècle avant Jésus-Christ, moment où, dans la légende d'Itlive et d'Énée, vous avez la création, justement, de la ville de Rome par Romulus et Rémus. En l'occurrence, pas Romulus, Rémus étant tué par son frère. Donc vous avez une concordance d'époque. Alors qui serait là ? Qui crée finalement ? Qui sont ces bergers, ces paysans qui construisent un village de cabanes sur le Palatin ? Alors regardons pour ça, sur la première page de ce que je vous ai mis dans le Google Drive, une carte de l'Italie vers 600 avant Jésus-Christ. Là aussi, on va retrouver une accointance avec les légendes, puisque les Grecs sont bien là. Mais ils ne sont pas là aussi au nord de Rome, ils sont là plutôt au sud, en bleu sur la carte. Ils ont là mis des colonies, les fameuses colonies de leur ville grecque. Tarente, Naples, Syracuse, Paestum au sud, qui vraiment est un endroit où encore aujourd'hui vous pouvez visiter des temples grecs fondés à cette époque, vers 600 avant Jésus-Christ, par les Grecs qui ont colonisé cette zone. Donc il y a bien un mélange entre les cultures grecques et les cultures locales. Qui sont ces cultures locales ? Vous en avez deux, les Carthaginois, dans les îles à proximité de l'Italie et un petit peu en Sicile, et les Étrusques qui sont au nord. Et ce sont ces Étrusques, justement, qui ont, eux, en réalité, créé Rome. Vous avez des Étrusques qui font d'abord un village et qui ensuite vont se mêler, et par des guerres et par des mélanges de populations en temps de paix, aux populations qui sont sur place. Tous ces peuples qui sont sur place et qui vivent en Italie sont appelés les peuples italiotes, les Latins, les Sabins, les Samnites, etc. Et ensuite, Rome, une fois créée, va progressivement prendre le contrôle de ces différents peuples, de ces différentes zones, en s'étendant par des guerres et des mélanges pacifiques, des migrations, pour ensuite s'étendre autour de l'Italie. Donc, vous avez bien un mélange de peuples, vous avez bien une présence grecque, mais pas celle du fameux Énée. Tous ces ingrédients historiques sont embellis, transformés, rendus plus glorieux par les légendes. Donc, à partir à peu près du Xe siècle avant Jésus-Christ, on sait une chose sur l'organisation de l'Italie, c'est que vous avez un mélange de peuples qui envahissent cette zone, les Italiotes au centre, les Étrusques au nord, les colonies des cités grecques au sud. Donc première étape, ces peuples sont là. Deuxième étape, des bergers et des paysans construisent un village de cabanes sur le Palatin. Troisième étape, les rois étrusques s'emparent de la région et fondent réellement Rome au même endroit, en entourant les fameuses 7 collines de Rome d'une muraille qu'on appelle l'enceinte de Servius Tullius, du nom du roi étrusque qui la fonde. Et là, Rome est vraiment devenue une ville. Alors pourquoi ? Pourquoi peut-on affirmer qu'à ce moment-là, Rome est vraiment devenue une ville ? Parce qu'on a retrouvé le début des bâtiments romains. On retrouve des traces de temples à Jupiter, on retrouve les traces du forum romain, qu'on étudiera en détail, on retrouve un port, évidemment le long du Tibre, on retrouve le Circus Maximus, le grand cirque où on faisait des courses de chars, et des palais royaux sur le Palatin, qui va devenir, à l'endroit où étaient les premiers bâtiments, les premières cabanes de Rome, le lieu de résidence ensuite des chefs romains, jusqu'à en devenir le lieu de résidence des empereurs. Tout autour, on a évidemment archéologiquement retrouvé les vestiges de la muraille du fameux Servius Tullius qui l'a fait créer. Donc voilà, vous avez vraiment une création de Rome qui est très différente si vous écoutez les légendes ou si vous regardez les éléments archéologiques.
Mais vous comprenez à quoi elle sert finalement, cette légende de la création de Rome. Pour les Romains, dont on verra qu'ils vont contrôler tout le pourtour méditerranéen à l'époque classique, il faut absolument donner une origine glorieuse à leur civilisation. Ça ne leur suffit évidemment pas d'être des bergers et des paysans qui ont construit des cabanes et après qui se sont étendus au fur et à mesure de la prise de puissance des choses. Non, il faut que dès le départ, Rome soit divine, Rome soit glorieuse pour justifier leur présence sur toute la Méditerranée. Attention, les Romains de l'époque classique eux-mêmes croient très certainement ces origines glorieuses de Rome qui se sont mélangées aux mythes et aux légendes romaines. Par contre, nous, aujourd'hui, grâce aux trouvailles archéologiques et historiques, on peut évidemment remettre en question tout ceci, toutes ces légendes, pour retrouver la réalité des choses. C'est le but même de nos études historiques et archéologiques actuelles. Retrouver l'historicité, c'est-à-dire remettre un véritable contexte historique, mais expliquer aussi que ce contexte historique fait que les légendes ne sont pas complètement fausses. Il y a toujours un fond de vérité. Comme on l'a vu, il y a bien des Grecs qui sont présents en Italie, et on a vu que la temporalité, c'est-à-dire le moment où les choses se passent, est plus ou moins respectée, puisque vous avez bien au 8e siècle avant Jésus-Christ la fondation de notre fameux village de cabanes sur le Palatin, et que c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ, alors très précisément en 753, mais ça évidemment c'est que c'est faux, que Tite-Live indique qu'il y aurait eu la fondation mythologique de Rome. Donc premier point, maintenant vous savez comment se fonde la ville centrale de tout l'Empire romain, Rome. Elle est fondée au 8e siècle, en réalité par un petit village de paysans, et autour se développe une légende. Maintenant, dans un deuxième temps, nous allons essayer de comprendre comment se structure la politique à Rome, c'est-à-dire comment on gère toute cette zone, comment on va créer un nouveau moyen de faire vivre ensemble toute cette population qui s'appellera la République romaine. Donc notre deuxième sujet va nous amener à essayer de comprendre la société romaine à l'époque qu'on appelle la République, qui est un dérivé, qui va être transformé, qui va être un dérivé de la démocratie athénienne que nous avons déjà étudiée. Vous allez voir que les Romains font énormément d'emprunts aux Grecs et s'inspirent beaucoup de l'organisation politique grecque qu'ils vont ensuite transformer totalement pour en faire un empire au tournant justement du premier millénaire après Jésus-Christ. Voilà, mais ça c'est pour notre prochain cours là-dessus. Je vous le dis, on en aura probablement 5 ou 6 autour de Rome. Maintenant qu'on a vu les origines, on va pouvoir s'intéresser à l'organisation de la puissance romaine. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de vous porter bien.